Salut l'équipe, he's back in town après une aventure olympique qu'il a terminée avec une très jolie médaille autour du cou. Et dès son arrivée en ville, il a d'abord voulu profiter des joies de la Fashion Week chez Louis Vuitton avant de se plonger complètement dans les NBA Paris Games. Et comment lui en vouloir? Quand on vit là où il habite, on a parfois envie de voir autre chose que des gens qui se brossent les dents que le dimanche et qui confondent le parfum avec le désodorisant. En plus, il débarque au meilleur des moments, après un début de saison bien en deçà des attentes et des pourcentages à la Stevie Wonder sur un concours de fléchettes. Mais depuis, tout va mieux et il est enfin redevenu le joueur que j'ai envie de voir. Flashy, créatif pour lui et pour les autres, il s'occupe de tout et son équipe, bien évidemment, espère faire bien mieux que la saison dernière. Ça sera pas simple, mais pas impossible. Et il sera évidemment très excité à l'idée de rentrer sur un parquet qu'il connaît bien, même s'il l'a surtout vu du banc cet été. Il saluera des fans tout aussi excités, un salut d'ailleurs qui pour le coup là ne créera aucune polémique, pas de ça chez nous. Non vraiment ce soir je suis vraiment très excité à l'idée de voir évoluer le meneur des Indiana Pacers, Tyrese Haliburton. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows et ce jeudi on est forcément un petit peu plus excité que d'habitude parce que dans deux petites heures, les Spurs de Victor Wembanyama vont affronter les Pacers d'Indiana sur le parquet de l'Accor Arena et on est forcément surexcité. Mais avant ça, pour vous faire patienter, on va vous proposer un très bon, comme d'habitude, first des shows avec, dans le canapé de Thomas, la rookie c'est du fan. Ça va les amis? Ça va super, écoute, je suis en pleine forme. What the fuck with the hat, man? Je suis en pleine forme parce qu'Erwan... Ça te va bien? Plusieurs choses. Hier, le PSG a gagné un match important en Ligue des Champions. Smile. Ce matin, je me connecte. Après, qu'est-ce qu'ils font Créteil en Ligue des Champions? Ah oui, mais beau maillot, City. Ensuite, je me connecte ce matin, tac, je vois quoi? Une vidéo de LeBron James qui envoie des airballs sur 3 décennies. Smile. Et puis après, je me dis, hop, je mets un WA, et là, je me dis, putain, je me mets un flow à la West Coast des années 90. Voilà, ça, c'est une journée qui commence parfaitement. Oui, vous pouvez m'appeler Ice Cube, s'il vous plaît. Moi, j'ai envie de t'appeler Easy E. Ça va, on va respect, Easy, on va me souhaiter une meilleure fois quand même. Pour le talent. Ouais, pas de chanteur. Hein. Ça va Tom? Moi ça va super, écoute, j'ai hésité longuement avant de revenir ici parce que après l'agression que j'ai subie la dernière fois, écoute, on a discuté, notre avocat va te répondre. On s'est rabiboché, tout va bien entre nous maintenant, on est passé à autre chose. On t'a surtout glissé 2 places pour aller au match ce soir avec le shérif. C'est vrai, le shérif is in town, il n'y a pas de Victor qui est en ville. Le shérif is in town. Le daron qui monte à Paris pour voir un match NBA, son premier match NBA. Je lui ai dit, lui c'est le premier match NBA qu'il va voir. Son premier match, tu sais, lui il est jamais allé aussi. Il avait fait une tournée aux États-Unis à l'équipe de France. Avec les Rolling Stones. Contre des équipes universitaires, contre Charles Barkley notamment. Mais il n'a jamais vu de match, non. Donc, il était avec Jacques à l'époque, ils avaient fait une tournée. Ils avaient fait une tournée. Ils avaient plus jeune quand même que le père de Thomas, Alain Larocque, c'était un grand joueur de basket en équipe de France, etc. Parce que là, on parle d'un mec qui s'appelle le shérif, qui voit son premier match NBA, qui était en tournée avec Jacques. On sait pas de qui on parle. Donc on embrasse bien sûr. Attends, les gens nous suivent maintenant. Ils savent que le père de Thomas, Alain Larocque, est une légende du basket français dans les années 70-80. Tout le monde le sait pas, le shérif. Bah oui, je pense que c'était important de préciser. On a beaucoup de métiers. D'ailleurs, on doit le faire une interview. Oui, ce serait bien. Par rapport à l'évolution du basket, là, pour le coup, on y est. On aura entre sa carrière de joueur, sa carrière d'agent très influent dans les années 2000. On va se le faire en interview, mais on lui a déjà dit cet été que ça va se faire. Entre deux cèpes, on va bien trouver du temps, non? Ah bah oui. Entre deux chasseurs et la confiture maison. Ancien grand joueur, ancien très bon agent. Aujourd'hui, chasseur de cèpes de très haut niveau. Peut-être top 10 mondial. Il connaît les meilleurs coins à champignons dans les Landes. Et je peux te dire que quand tu nous ramènes des... Oui, c'est sérieux. Il est archi sérieux. Et quand tu nous ramènes des pots de cèpes, là, je peux dire que je fais des champignons cèpes. Des omelettes au cèpes. C'était très dur cette saison, les cèpes. Il viendra nous raconter ça. Avant de se lancer dans le sommaire de l'émission, comme d'habitude, on a quelques annonces à vous faire. Et surtout, on a eu la chance avec Thomas, avec notre ami le Savateur, Pierrot, vous savez,
On a eu des cadeaux de Noël, un petit peu en retard, mais très très beau cadeau. Vous savez, le Salvateur, vous allez voir sur son compte Instagram, c'est quelqu'un qui fait des chaussures fait main. C'est pas du tout des trucs achetés dans le commerce. Et il nous a dit, allez, pour la nouvelle année, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Il était venu ici, on a choisi un petit peu nos couleurs, nos modèles. Thomas a eu ce magnifique modèle Jordan 1. Voilà. Avec écrit First Team, magnifique. Et moi, je suis très fier, elles sont magnifiques, bravo. Et moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas des petites Travis Scott. Donc, inspirées Travis Scott. Et là, mon ami, elles sont magnifiques. Donc, tout ça est fait main. C'est ce qu'on appelle une paire Bespoke. Voilà, je suis pas... dire Biscarros. Non, Biscarros, si on passe à frère. Bespoke. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, et si vous voulez un jour faire un cadeau, parce que bon, c'est des très très beaux cadeaux. C'est pas des chaussures qu'on trouve dans le commerce, mais si vous voulez un jour vous faire un vrai kiff ou offrir un beau cadeau, vous allez voir le Salvateur sur Instagram. Vous pouvez faire une commande, vous pouvez customiser votre chaussure avec des matières, avec des modèles. Voilà, à part la semelle, tout est fait main, tout est cousu main. Et c'est donc, vous le voyez, un magnifique cadeau à se faire ou à faire un jour. Franchement, elles sont très lourdes. Ouais. Voilà. Très réussi. Merci Pierrot. Merci Pierrot. Le Salvateur sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir le frérot qui bosse très très bien. Une annonce. Lundi dernier, il n'y a pas eu de NBA Classic Games. Sorry, guys. Parce que c'était le Martin Luther King Day et on respecte le docteur et surtout, ça sert à rien de mettre un match quand il y a des matchs à la même heure. Mais bon, la semaine prochaine, les matchs, ils reprennent à 2h du mat'. Donc nous, on va vous offrir, comme d'habitude, on reprend les bonnes habitudes. Le lundi, 22h minuit, le NBA Classic Game. Thomas, je vais te laisser l'annoncer parce que celui-là, c'est un match particulier. Bah oui, c'est un match particulier. En plus, on vient juste de fêter l'anniversaire de ce match qui a eu lieu le 22 janvier 2006. Et oui, c'est évidemment les 81 points de Kobe Bryant contre les Toronto Raptors. On s'est fait un vrai plaisir là-dessus. Deuxième match de Kobe lors de cette saison des NBA Classic Games. Et là, c'est le match le plus iconique. Match de saison régulière, bien sûr. Donc, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est très intéressant de voir combien juste était au-dessus des autres. Voilà, pour se faire sa culture, pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Et puis, pour se faire un kiff, pour ceux qui ont vu et revu ce match forcément historique. Parce qu'on rappelle que c'est la deuxième meilleure perf au scoring de l'histoire. Rien que ça. Et au moins, là, on a les images. Contrairement aux 100 points de Chamberlain, ou peut-être un jour ils en feront un dessin. Ça serait marrant qu'ils en fassent un dessin animé en prenant le commentaire de la radio. Ah ouais, très bonne idée. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses. On va le faire. Je vais appeler des mecs qui ont 12-13 millions à mettre sur la table et puis on va faire... Pixar direct. Je vais appeler Méga Pixar. Voilà. Hey Pixar, what's up, my man? I got an idea. Autre belle annonce de match. Lundi, on vous l'a dit, les 80 points de Kobe. Mais dimanche, avec Thomas, on sera à l'Adidas Arena pour la très belle affiche de Betclic Elite entre le Paris Basketball 3e et Cholet Basket, qui est donc leader du championnat. On sera sur place pour commenter cette très très belle affiche, Thomas, de Betclic. Ouais, absolument. Ça va être un beau moment. On imagine la salle pleine. Le Paris Basketball a perdu hier sur le parquet du Partizan en Euroleague. Et là, ils vont devoir switcher tout de suite avec une grosse affiche. Je suis très excité, Erwan, parce que les matchs du Paris Basketball en général sont passionnants. Mais ça marche aussi pour cette équipe de Cholet qui doit actionner une deuxième victoire face au club parisien cette saison. Ils avaient gagné à l'aller, donc il y aura comme un air de revenge. C'est pas comme ça qu'on dit du tout. Dernière chose à vous annoncer, parce que le week-end va être très chargé, en plus du match NBA samedi à l'Accor Arena, le deuxième match entre les Pacers et les Spurs. Dimanche, entretien de Tipeee. Hier soir, on a eu la chance de parler 10 minutes avec lui à la NBA House. Voilà, on a l'air très proche là, bien amoureux. Et on revient sur toute la saison des Spurs. Il nous parle de Greg Popovich, il nous parle de la saison de Wemby. Et surtout, je lui ai posé cette question très intéressante. S'il avait joué avec Wemby, que ce soit en équipe de France ou avec les Spurs, qu'est-ce qu'il en aurait été? Vous aurez la réponse dimanche midi, donc sur la chaîne First Team. Allez, on se plonge tout de suite dans les news parce que le programme est comme d'habitude chargé. On va aller donc dans les news où on reviendra sur Jimmy Butler qui est une nouvelle fois suspendu. On reviendra sur la semaine folle de Victor à Paris entre autres. Shai a brillé encore une fois dans la course au MVP. Et puis les Cavs se sont fait attraper. Tiens donc, on fera un grand débat sur Anthony Edwards. Qui est-il vraiment? Est-il un leader? Est-il un bon leader? Il y a plein de choses, plein d'éléments à mettre en avant. On ira sur une palette, sur un joueur dont on parle peu mais qui nous régale. Trey Murphy III, le poste l'ailier, le poste 3 du côté des Pelicans qui fait une très très bonne saison à l'inverse de son équipe qui sent un peu le... Et on finira par le quiz où je brille terriblement en 2025. Donc espérons que la série continue. On est prêts les garçons? On est prêts. Il y a beaucoup de choses à dire avant ce soir. Je suis très excité pour le match, je vous le dirai. Je vais être à la salle à 15h30. Hein. Bah, j'espère aussi. Allez, bon, avant ça, on va quand même finir l'émission. Allez, tout de suite les news. À tout seigneur, tout honneur, on va parler de notre Wemby national qui est de retour à Paris pour une petite semaine. Et Tom, tu as eu l'occasion de lui poser une question en conférence de presse lors de cette première conférence de presse. Tu vas te taire, puisqu'on va t'écouter d'abord. Dis-moi à quel point c'est important pour toi de
de performer dans ces 2 matchs ici à Paris chez toi? Très important, comme tous les matchs. C'est ce qui est une des difficultés en NBA, mais ce qui est très intéressant, c'est que voilà, on a un enchaînement de matchs, mais il faut être tout autant concentré pour chacun d'entre eux. Et l'état d'esprit dans lequel on rentre après voilà, plusieurs dizaines de matchs dans une saison, c'est qu'on pense même pas à 2 matchs à l'avance. Voilà, on est toujours sur le prochain et on oublie très rapidement le dernier aussi. Donc même si c'est dans un contexte incroyable pour moi, ma responsabilité, elle est auprès de mon équipe et de mes coachs. Et voilà, je suis concentré à fond sur tout ce qui est tactique. Thomas Laroukis, ça doit faire quelque chose de revenir jouer chez soi. Toi, t'es jamais revenu jouer à Léon avec ton équipe. Je suis déjà revenu à Pau pour mon premier match pro et je me suis fait expulser. Voilà. Donc, trop d'émotions. À moitié bagarre avec et le daron qui mettait des gifs dans les tribunes aussi. Donc voilà mon expérience de retour. Mais... Allez, on va revenir du coup sur Victor Wembanyama. On espère que ça se passera mieux pour lui. Je la connais, cette histoire. Elle est incroyable. Parle-nous de cette semaine incroyable pour Victor, parce qu'il y a évidemment les 2 matchs, mais il y a beaucoup plus que ça pour lui. Ça avait commencé notamment avec le défilé Louis Vuitton. Ah, ça avait commencé avant ça, Erwan, même. Ils sont arrivés lundi après leur belle défaite à Miami, et lorsqu'ils sont arrivés, avec le décalage horaire et tout, il y avait beaucoup de fatigue. Et il a fait quelque chose qui lui tenait à cœur, il en a parlé dans cette conférence de presse, il a invité tous ses coéquipiers à dîner. C'était un moment un peu privilégié des Spurs, dans sa ville, c'était important pour lui, surtout pour garder un peu d'affiliation avec Greg Popovich. C'est exactement ce que fait le coach légendaire. En général, lorsqu'il arrive dans une ville comme Paris, Tony Parker en apparaît, Pop n'est pas là forcément avec ses histoires de maladie, et ils ont voulu garder un semblant de continuité avec ce qu'il aurait fait. Le mardi, et là on va dans les sollicitations énormes. On l'a vu au Chesnay pour voir un nouveau terrain. J'ai pas dit qu'il était aussi passé par Nanterre avec les jeunes de Nanterre, donc c'était un moment magnifique avec son club formateur. Et donc il a inauguré le terrain au Chesnay dans le 78, là où il est né. Il est ensuite allé au défilé Louis Vuitton. On a vu un parterre de stars incroyable. Il était assis à côté de Bradley Cooper, de Bernard Arnault, et de Omar Sy. Bon, pas mal. Il fait partie de cette caste-là, ce bon vieux Victor. Et puis ça c'est. Je crois que c'est l'inverse en fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est eux qui sont maintenant dans la case de Victor. Ça, je te laisse ces propos. Ah bah tu peux me laisser sans problème. Hein. D'accord, très bien. À part pour Nana Arnaud peut-être qui est... Merci quand même. Je parlais pas de Et hier, du coup, mercredi, encore une grosse journée. Donc la question c'était à l'entraînement des Spurs. Toi, t'as pu voir Tyrese Haliburton et Miles Turner à leur hôtel. Nous, on était aux entraînements des 2 équipes. Et donc là, il y avait un nombre de personnes, de journalistes. Même, on a croisé Rémi Réverchon qui nous a dit, mais même au final NBA ou au All-Star Game, il n'y a pas autant de journalistes. C'était vraiment abusé hier, de tous horizons, de toute l'Europe, du monde entier était là pour voir Victor Wembanyama. En plus, on a pu voir des allers-retours, un vrai entraînement, donc c'était passionnant à suivre. Ensuite, on a senti un petit peu de fatigue pour Victor. Le problème, c'est qu'il n'est pas parti se reposer. Il est parti au journal de TF1. À 20h, vous avez peut-être vu Gilles Boulot lui poser des questions. Puis ensuite au match au Parc des Princes pour voir le match entre le PSG et City. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. J'espère qu'il sera en forme, au moins assez frais physiquement et mentalement pour pouvoir performer dans le match de ce soir. Thomas, quand on est un pro comme ça, comme Victor, et que dans une semaine on est aussi sollicité pour préparer des matchs, comment ça se passe un petit peu? Bah là, le truc avec Victor, c'est qu'on sait qu'il a envie de briller sur ces 2 matchs. Voilà, il est à domicile, c'est des matchs qui lui tenaient à cœur, mais j'espère en tout cas qu'il s'est pas trop perdu à faire beaucoup de choses autour du basket. Après, on sait que ça lui tenait à cœur de aussi s'impliquer dans sa ville natale. Voilà, il voulait faire beaucoup de choses. On l'a vu partout. On l'a vu peut-être un peu fatigué aussi lors des interviews, peut-être un peu moins inspiré que d'habitude. En tout cas, on l'a vu au journal de TF1. C'est un exercice pas facile. Voilà, à voir comment il va réagir. On sait que c'est un champion, qu'il répond toujours présent dans les grands moments, qu'il va avoir à cœur de briller. Alors, on va voir ce soir. Du coup, on a tous envie de le voir cartonner, hein, forcément. Oui, ben on n'a pas envie de le voir finir à 15 points. Non, justement, on va voir les cotes Winamax pour voir si Victor a plus de 30 points, combien ça vaut, et puis surtout la cote du match, hein, évidemment, avec notre partenaire Winamax. Les Pacers sont à 1,70, donc favoris. Les San Antonio Spurs sont à 2,15, et Victor a plus de 30 points, c'est une cote à 2,05. Thomas, il y a moyen de faire un petit combinestre?
Ouais, il y a un combiné à aller chercher, si vous y croyez, encore une fois. Si vous pensez que les Spurs peuvent le faire. Franchement, soyons honnêtes, ils vont être poussés par un public. Ce qu'on peut regretter parfois lors du Paris Games, c'est que le public se déplace en nom, ça c'est sûr, mais que tu soutiens aucune équipe. C'est normal. Il n'y a pas l'équipe de France qui joue, il n'y a pas Paris si on est à Paris ou n'importe quelle autre équipe. Donc là, on va sentir le soutien derrière Victor, derrière les Spurs, qui est une équipe aussi affiliée à la France grâce à Tipeee, aux nombreux joueurs français passés par là-bas. Donc voilà, on compte sur eux pour avoir un bon match de basket. Ensuite, qui gagne, qui perd. Écoute, on a 2 matchs. Pourquoi pas avoir une victoire pour chacune des 2 équipes. Le premier match, ça sera donc ce soir à l'Accor Arena, que vous pouvez suivre sur le League Pass, sur BeIN ou sur Canal. Et puis pareil pour samedi, match à 18h samedi. Attention, 20h ce soir, 18h samedi. Alors on enchaîne avec quelqu'un qui continue d'enchaîner les dingueries, j'ai envie de dire. C'est Jimmy Butler. Du côté de Mimi, la belle semaine de Jimmy Butler, qui d'abord a fait un match avec des chaussures aux couleurs des Suns, rien que ça. Le beau message envoyé à Jimmy Butler. Et puis, donc, on a appris ce matin qu'il était suspendu de nouveaux matchs pour avoir raté l'avion. Ça, c'est quand même encore des drôles de messages. Je rappelle que Jimmy Butler, cette saison en suspension, il a perdu 3 millions d'euros. Donne-les-moi, frérot. Dollars. Oui, bon, c'est bon. Ça fait 3 millions. Tu me diras, en ce moment, le dollar et l'euro est à peu près pareil. Ça fait beaucoup d'oseille, en tout cas. Tu m'as compris. Donc, il a perdu 3 millions de dollars juste en suspension. On avait l'impression que ça allait presque un peu mieux, que la discussion était en train de se faire. Mais là, je mets des chaussures aux couleurs des Suns, je rate une nouvelle fois l'avion. C'est quoi le prochain step? Il va dater la fille de Pat Riley ou quoi? Là, il fait tout pour se faire, en tout cas, transférer. Je pense que le message est clair. On lui avait dit de plus parler. Voilà, sur les commentaires, il a dit « je parlerai plus ». Du coup, il envoie des messages subliminaux avec les chaussures aux couleurs des Suns. C'est quand même assez grave. C'est la pure provocation. On sait qu'il a beaucoup de caractère. Et là, en tout cas, rater l'avion... les chaussures aux couleurs des Suns, bon, je pense que là, ils doivent en train d'appeler partout pour essayer de le transférer. Et là, il est en train de gagner, en tout cas, cette mini-guerre avec Pat Riley. Je sais pas s'il gagne, tu vois, parce que, en fait, qui est gagnant dans l'histoire? Pour l'instant, personne, hein. Image écornée de Jimmy Butler. S'il va où il veut aller, il sera gagnant. On sait très bien où il veut aller, mais on sait très bien où il veut aller. Y arriver. Il veut les... moi, je pense que ça va se faire à un moment donné. Il nous reste, 2 semaines avant la trade deadline, qui sera le 6 février, qu'on vivra ensemble, d'ailleurs, sur la Mouna TV. Miami est quand même 9e de la conférence Est à 21-21. Voilà, il n'y a pas de gagnant. L'équipe de Miami ne fait pas jouer un mec à 50 millions de dollars. Et Jimmy Butler, il fait un caprice d'adolescent, il faut dire la vérité. On l'aime beaucoup, mais sauf qu'à chaque fois, les fins d'histoire de Jimmy Butler dans les équipes, ça se finit toujours mal, quelle que soit la raison, quel que soit le fautif. Là, franchement, à cause d'une jute verbale avec le président, les gars, parlez-vous, vas-y, on fait ci, on fait ça, on te met sur le côté, on te transfère la semaine prochaine. Voilà, c'est aussi ça, la NBA, on dit toujours que c'est un business, mais c'est aussi des relations humaines. Donc, c'est vrai que c'est risible. Jimmy Butler, dans ses histoires d'amour, ça une follow à la fin, direct. Il n'y a pas de reste bons amis. J'espère qu'il a des enfants, j'espère qu'il fait un peu plus que ça. C'est quand même incroyable. Partout où il passe, ça se finit très mal. Ouais, il y a une guerre d'ego avec Pat Riley. Ouais. Pat Riley veut montrer que c'est le boss et dire non, tu vas rester, c'est moi qui décide, c'est moi ici le patron. Et Jimmy Butler qui dit non, mec, moi je suis une star, j'ai envie d'aller jouer ailleurs. Voilà, il y a une cassure, donc on va voir qui va gagner ce combat. Pour l'instant, en tout cas, ça se finit très mal, alors qu'ils avaient quand même une belle histoire. Magnifique histoire, tu fais 2 finales NBA. C'est ça. Bon, on attend et on espère rapidement une issue à cette impasse pour l'instant pour voir comment le Heat va rebondir et où pourrait aller Jimmy Butler, parce que ça va aussi redistribuer quelques cartes et forcément avec plusieurs équipes. Ça nous exactement. Ça nous donnera du grain à moudre. Lui aussi, il nous donne du grain à moudre. C'est Shai Gilgeous-Alexander qui est dans la course au MVP. Et quand on est dans la course au MVP, c'est toujours bien de claquer des matchs à plus de 50 pions. Et c'est ce qu'il a fait hier soir face au Jazz. 54 points. Vos premiers matchs à plus de 50 points quart. Donc vous avez compris que c'est son meilleur score depuis qu'il est dans la NBA. 8 rebonds, 5 passes décisives, 17 sur 35. Gourmand, 3 interceptions. Thomas, on aime à dire que quand on est dans la course au MVP, claquer des matchs comme ça, à ce moment-là de la saison, c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'il répond aux 4 triple-doubles de suite de Nikola Jokic sans jouer le 4e quart-temps. Donc, tu sais, c'est des stats qui marquent les observateurs, les fans, etc. Ce qui était étonnant, c'est que, aussi fort soit-il, il n'a jamais fait un match à 50 points en sa life. C'est ça qui est un peu bizarre. Tu sais, c'était un peu le même truc avec KD et les matchs à 60. Les gars sont incroyables, ils sont ultra réguliers et tout, mais ils ont pas ce pic-là très haut qu'on peut attendre de ce type de joueur-là. Écoute, premier match à 50 contre une belle équipe du Jazz qui a vendu chèrement sa peau. Important dans la narrative du game, il y a eu un money time, il y a eu un 4e quart-temps, donc il a dû quand même un petit peu s'employer. Je l'ai trouvé très à l'aise, très fort, très en phase avec son tir. Même s'il fait 0-3 dans le premier quart-temps, il allait sur la ligne des lancers francs. Il a fait un gros match de daron. Il a pris
quand même 35 tirs, le coquin. Écoute, une fois de temps en temps, il faut être capable de faire des grosses sorties au scoring, surtout dans une NBA qui te permet d'aller très très haut. On sait que c'est le meilleur joueur d'une des meilleures équipes de la Ligue, Thomas, mais... Et de la meilleure, ça y est. De la meilleure, Bah ouais, c'est vrai, parce Cavs, qu'on on y arrive tout à oui. l'heure. Du coup, de la meilleure équipe de la Ligue, mais c'est bien de montrer que voilà, je suis le patron et je suis capable de mettre des perfs comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il avait envie d'y aller à cette perf. Tout le monde disait, il a jamais dépassé les 50 quand même. Il faut aussi marquer les saisons. Là, ça sera une journée marquante pour lui. Après, c'était censé être un match facile contre le Jazz d'Utah. Et finalement, ça a été un match accroché. Et quand on voit qu'il tire 35 fois, je me dis qu'il voulait vraiment y aller. Et c'est vrai qu'il le dit lui-même en interview. Il aurait pu être un peu plus adroit, il aurait pu aller chercher les 60. Je pense qu'il a un petit regret Mais sur cette soirée. Qui est devenu Thomas Larocquis? Tu fais des lancements maintenant de citations. Un jour, il finira derrière ce bureau présentateur, je vous le promets. Voilà ce qu'a dit Shai Gilgeous-Alexander, qui malgré ses 54 points, mais il est un peu frustré parce qu'il s'est dit, comme Kobe quand il a mis 81, qu'en fait, il aurait pu en mettre plus. Je sais que cela va sembler très prétentieux, mais je pense que j'aurais pu en marquer beaucoup plus. J'ai l'impression que je n'ai pas vraiment fait un si bon match. J'ai laissé quelques points en route. Il y a encore une marge de progression. Mais les gars, on a tous fait des gros matchs. Ouais, ce que j'allais dire, on a tous fait ça. Chaque fois que tu fais un match, tu dis, t'es content, tu te dis... La vie de ma mère, j'aurais pu en mettre. C'est celui-là, si je le rate pas. On a toujours eu cette sensation un bon tir à toi, Voilà. tu le rates, une gamelle et tout. Tu mets 30 points à 12 sur 15, tu fais putain, pourquoi j'ai raté ces 3 shoots là? J'étais ouvert et tout, tu sais. Alors t'aurais pu faire 6 sur 15. Ça, c'est toujours le réflexe. De tout le monde. T'as mis 2 tirs à 3 points avec la planche et tout. C'est ça les compétiteurs. C'est ça, ben oui. Mais bon. T'es en train de me dire que je suis un compétiteur, ça me fait Ah plaisir. oui, gros, attends. Quand même. Toi, tu balançais aussi, on te connaît. Eux aussi sont censés être des compétiteurs, surtout sur leur début de saison 2024, mais début 2025, c'est un petit peu plus compliqué pour les Cavs. 3e défaite du mois déjà. Pour eux, ça s'est passé du côté de Houston dans un match incroyable. Ils ont été menés de 20 points. Ils ont mis un 19-0 au début du 4e. Après, ils ont pris un 7-0. Finalement, ils vont s'incliner 109-108 dans un match qui va se jouer sur des coups de sifflet. C'est pas ce qu'on préfère. Van Vliet a été très bon. Mais du coup, cette 3e défaite des Cavs soulève peut-être quelques débuts d'interrogation. Et toi, Thomas Larocquis, qui est partout, qui a le don d'ubiquité, était chez la Wina TV hier soir pour nous en parler. Quand ça bastonne un peu, ils ont du mal à répondre parfois, à voir comment ils vont répondre ce soir si les Rockets les agressent, surtout Donovan Mitchell parfois qui est un peu soft. Bon, c'est pas tous les soirs, mais il a tendance sur les gros matchs, surtout contre Kessie, à passer au travers. Il est passé au travers 2 fois, donc là, ça va être un autre gros test pour les Cavaliers. Moi, je mettrais une petite peste pour les Rockets. Thomas, est-ce qu'on peut commencer à... Pas s'inquiéter, mais de toute façon, toi, t'es toujours un petit peu sceptique quant à ces Cavs-là. 3 défaites déjà sur le mois de janvier, 2 face à OKC, 1 là face à Houston, qui sont des équipes qui jouent dur. Des équipes de la conférence Ouest, Erwan. Je vous rappelle quand même que dans leur run extraordinaire, qu'on n'enlèvera jamais parce que c'est une fin d'année exceptionnelle, historique, etc., ils avaient très peu joué contre les équipes de l'Ouest. Et donc très peu perdu comme de par hasard. Là, ils rentrent dans une autre phase de leur saison où ils vont avoir des confrontations face aux équipes de l'Ouest, face à des équipes qui les attendent, des équipes qui les connaissent encore mieux. Je rappelle qu'Evan Mobley n'était pas là hier et ça, c'est très important dans leur système. Je rappelle aussi que Darius Garland se rate complètement avec 3 lancers francs alors qu'ils sont à -2. Il a 90% en saison, le mec. Mais il fait un bon match surtout. 90% en saison, il met une gamelle. Bon. Et il retire exactement le même lancer franc, regamelle, mais exactement la même. Franchement, c'est très très rare. Ça me rappelle Karl Malone avec les Bulls. Un petit peu. Contre les Bulls. Tirer 2 fois exactement pareil, faire 2 gamelles, c'est quand même complètement fou. Bref, moi je dis que c'est juste voilà, l'aléa d'un match. Les Rockets ont déjà pris des grosses équipes. Ils sont capables, surtout à domicile, de rentrer dans l'art, de faire des gros matchs, des belles fins de match. C'est ce qui s'est passé hier. Je remets absolument pas en cause leur place de favori dans la conférence Est, mais il reste un tour en dessous des équipes de l'Ouest, oui peut-être, mais surtout de Boston. Voilà, ça reste juste dans ce qu'on imaginait même fin 2024 quand ils étaient premiers. Écoute, de toute façon, on se rappelle que même les Bulls, qui ont fait 72-10... Ils ont perdu des matchs. Mais non, mais ils ont perdu contre Toronto à l'époque. Oui, exactement. Qui était souvent, quand tu survoles comme ça un championnat, tu te fais souvent attraper, et puis là, se faire attraper à Houston en perdant d'1 point, bon... Ils sont 2e de l'Ouest, hein. Voilà. C'est pas une surprise voilà, non plus. Je pense pas qu'il y ait eu réunion ce matin à 10h pour dire « Qu'est pas ça, hombres ?» Par contre, on va... Qu'est pas ça, hombres? Mais qu'est-ce que c'est? On est là pour se marrer, on est là pour ça aussi. Oui, d'accord. On va se demander, pardon, qu'est pas ça du côté de Minnesota? On va presque faire un petit peu de psychologie autour d'Anthony Edwards. Mais qui es-tu vraiment, Anthony?
C'est un joueur qui fait beaucoup parler déjà parce qu'il est ultra flashy, parce qu'il a aussi un grand wawa. Mais donc, on a envie de se poser cette question. Ça fait plusieurs semaines, hein, Thomas, qu'avec les gars de la rédac, on se dit, on va se faire un débat autour d'Anthony Edwards et on attendait d'avoir un maximum d'éléments et des éléments, on en a. Déjà, le premier élément, c'est le bilan général des Wolves cette saison. Il est un peu clairement même en deçà des attentes. On rappelle que les Wolves l'année dernière ont fini en finale de conférence à l'Ouest. Bilan de 23-21, ça reste un bilan positif. Il reste sur 3 victoires et 3 défaites. Parce que la première question pour se demander si on est un leader, c'est déjà de faire gagner son équipe, Thomas. Ouais, absolument, t'as raison. Alors, on va pas dire qu'ils ne gagnent pas de match. Ils sont à 23-21 dans cette ultra dense conférence Ouest. Maintenant, il y a un petit peu de déception par rapport aux attentes. On les imaginait peut-être être moins forts que l'année dernière. Ça, ok, avec le départ de Karl Anthony Towns, mais en tout cas continuer à être dans la course au top 6, voire à l'avantage du terrain pour les plus ambitieux d'entre nous. Ils sont pas dans ces eaux-là, ils ont des très hauts et beaucoup de temps faibles dans cette saison, et lorsqu'il y a aucune régularité dans une saison, on se tourne toujours vers qui? Le coach, les leaders. Et là, pour le coup, Anthony Edwards est sur le devant de la scène parce qu'il a manqué des moments, des tirs au moment important. Il a eu des comportements d'après-match qui peuvent poser des questions. Il a eu des sorties aussi qu'on n'a pas forcément compris. Il a pris des amendes. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de penser qu'il est clairement pas à maturité dans son jeu, mais il est encore moins à maturité dans ce rôle de leader qui est le plus difficile à conquérir. On va reprendre un tout dans l'ordre, parce que tu as donné tous les éléments justement qui nous ont poussé à faire ce débat. Quel regard t'as, toi, Thomas, sur ce début de saison d'Anthony Edwards? Je vois un joueur frustré. Je vois un joueur qui sait pas trop quoi faire, que ce soit dans ses déclats ou sur le terrain, un peu comme l'ensemble de l'équipe. C'est les montagnes russes cette saison. Ils sont capables de faire des super matchs, comme de passer complètement au travers. Et ils savent pas trop où ils vont quand les regarde jouer. Moi, je sais pas ce qu'ils veulent faire sur le terrain. Ils se donnent à fond, hein, pourtant. Ils sont à 200%. Je les vois faire les efforts en défense, mais c'est pas clair, c'est pas net. C'est brouillon. C'est très brouillon et offensivement, je sens beaucoup de frustration de la part d'Edwards. Il a besoin d'un soldat à côté de lui. Il a perdu un pote, un super joueur qui lui avait laissé cette place de leader la saison dernière. Et maintenant, il se retrouve un peu esselé dans cette équipe et j'ai l'impression qu'il ne trouve pas de solution. Il s'agace et il fait des mauvaises déclarations. Je trouve qu'il faut vraiment séparer deux trucs qui sont forcément liés parce que c'est une équipe de basket, mais qu'on peut analyser pendant 20 minutes très différemment. Il y a à la fois le jeu des Wolves et donc le trade de Towns, Julius Randle, les blessures, les méformes et tout. Et il y a vraiment la psychologie d'Anthony Edwards. Je sais pas par quoi tu veux qu'on commence. Peut-être le jeu c'est plus intéressant. Alors oui, le jeu. De toute façon, parce que peut-être que l'un et l'autre sont liés. Qu'est-ce qui se passe? Que j'ai tout prévu. C'est pour ça que je te dis qu'il faut. En fait, les deux. Il faut même carrément décoller. Avant de rentrer dans le cabinet psychologique, on va aller d'abord sur le jeu parce qu'il y a cette stat qui est sortie. Et forcément, quand on veut être leader d'une équipe et qu'il y a ce genre de chiffre qui sort dans la presse, on a envie de se poser des questions. 0 sur 12, Anthony Edwards est à 0 sur 12 sur les shoots pour la gagne. C'est vrai que ces derniers temps, on voit qu'il les prend. Alors déjà, en ça, c'est plutôt une bonne chose, mais il les met pas. Et on sait qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec les réseaux, le nombre de chiffres incroyables qui sort, cette stat, elle est pas belle pour un leader d'une franchise qui rêve d'aller en finale NBA. Et là, il peut s'en prendre d'abord à lui-même. Je rappelle quand même que LeBron est à 0,19. Voilà, je le place comme ça parce que c'est sa famille et que pour l'instant, il détient le record de tirs manqués pour égaliser ou pour gagner. C'est une bonne comparaison. Il manque à 40 ans. Non, mais c'est une bonne comparaison parce que LeBron, c'est des mecs qui a mis des tirs aussi pour la gagne. Toute sa vie, bien sûr. Non, mais pourquoi c'est sa faute? Parce que quand vous regardez le mix là, des 0,12, enfin des 12 tirs, c'est que des tirs, mais tellement durs. Mais est-ce qu'on est obligé pour la gagne, et je vais poser la question à Thomas Hawkins, est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on tire pour la gagne, forcément de faire un fadeaway à 3 points sur 2 mecs? Il n'y a pas d'autres trucs, comme par exemple une pénétration, aller chercher un lancer franc, tu vois, passer son adversaire pour essayer de marquer un tir facile. Pour le coup, LeBron, on a vu plein de tirs au buzzer où c'était des lay-ups. Je pense aussi à celui de Tatum, tu sais, en playoff. Bref, je te pose la question, pourquoi il prend des tirs aussi difficiles, aussi carry pour aussi peu de... Enfin, carry, quand tu fais airball, parce qu'il y a des airballs. Il parle du style, je pense. Bah oui. Le problème... Enfin, le style, tu peux avoir du style, mais si tu te fais recal de toutes les boîtes et que tu finis un bar PMU, ton style, il sert à rien. Ah, mais c'est pas moi qu'il faut le dire, il faut appeler la famille Edwards. Non, le problème, c'est qu'on sait qu'en NBA, aujourd'hui, ils veulent très rarement déjà aller en prolongation. À -2, ils jouent souvent le 3 points, peu importe la situation. Et ils veulent toujours shooter de loin. Je sais pas, ils ont peut-être peur de pas avoir le coup de sifflet, le contact, les 2 lancers francs. Mais le problème, c'est qu'il a pas confiance en ses coéquipiers. Donc, quand tu n'as pas confiance en tes coéquipiers, quoi qu'il arrive, il va prendre le shoot. En plus, c'est vrai qu'il est capable de mettre des gros shoots. Là, il les met pas ces derniers temps.
Donc après, ça fait un peu effet boule de neige, mais aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que il ne sait pas à qui donner la balle à côté de lui pourquoi pas mettre ce shoot. On l'a vu là, le dernier match où il prend ce shoot à 1 contre 2. Alors que Randle, il est tout seul dans la raquette. Les 3 points, où il peut essayer de dribbler, essayer de casser en tout cas les lignes défensives. Et en tout cas, il veut sauver l'équipe lui-même et pour l'instant, ça marche pas. C'est un début de réponse sur le fait, est-il un leader? Est-il un bon leader? Là, quand je vous entends, j'ai envie de dire non. C'est vrai que j'avais des discussions cette semaine où on me dit, mais attends, en fait... Anthony Edwards, c'est pas un mec clutch et tout. Je dis, mais si, quand même. Et c'est vrai que la stat est tombée. Je me suis souvenu des matchs. Je fais, c'est vrai qu'il rate pas mal de tirs. En fait, je me dis, mais pourquoi j'ai la sensation que ce mec-là peut être clutch? Tu te souviens pourquoi, Tom? Non, dis-moi. Parce que nous, on l'a vu en vrai. À Manille, avec Team USA. Et pour le coup, avec Team USA, il avait ce truc-là où il avait été très clutch. Mais les chiffres et cette saison-là, il ne l'est pas. Donc j'ai du mal, moi, aujourd'hui, à le condamner. Je te rejoins complètement sur les choix de tir. Et Jordan, LeBron eux-mêmes, quand ils étaient doublés, ont toujours su trouver une passe pour avoir un tir ouvert. Bah oui. Et ça leur a toujours souri. Bien sûr. Lui, c'est vrai que tu as raison, Tom, aussi. Il veut forcer son destin et ça fait cette stat vilaine. Mais on l'a vu dans d'autres contexte, dans d'autres contextes, être vraiment clutch, notamment avec Team USA. Mais Team USA, moi vraiment, j'arrive pas. Tu le mets à part. Toujours. Et tu sais, il y a quelques jours, mettre un tir important dans des matchs importants. On va me dire le niveau international et tout, vous avez raison, mais Team USA, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que, tu vois, il y a quelques semaines, j'ai détruit le leadership de Kevin Durant et des mecs m'ont dit, mais à Team USA et tout, je fais, les gars, je vous jure, c'est tellement pas pareil. Déjà, c'est 3 semaines, donc voilà, bref. Parenthèse refermée sur Team USA. Ils ont fait comme ça, les mecs, ils t'ont dit, merde. Ah, tu sais que les haters parlent comme ça. Non, mais je pense qu'on peut aussi assembler à la fois le manque de confiance d'Anthony Edwards sur les fins de match avec le manque de confiance global d'Anthony Edwards sur le reste des matchs. C'est-à-dire que le gros souci des Wolves là maintenant, c'est que Anthony Edwards, ils se sont obligés de jouer tout seul, de porter son équipe par le scoring plutôt que par le bon play au bon moment. Et Jason Tatum, souvent on est dur avec lui, mais Jason Tatum, il joue au basket pour avoir le meilleur tir possible, quitte parfois à lâcher la balle 3 actions de suite ou croquer 3 fois de suite parce qu'il a la sensation que le basket, le jeu en tout cas, va dans cette direction-là. Et là, le gros problème du départ de Towns, c'est que Julius Randle, il est pareil. Ils veulent jouer des ISO, ils veulent shooter de loin, ils veulent prendre des tirs l'un après l'autre difficiles avec des pourcentages qui sont pas énormes. L'évolution d'Anthony Edwards sur le tir à 3 points, elle est limite incompréhensible. Il passe de 6 tirs à 3 points tentés par match à presque 10. Alors, il a des pourcentages corrects, mais comment on explique ce changement complet là? Moi, je l'imaginais comme slasher, mais avec un bon mid-range, des feintes et tout. Maintenant, il tire qu'à 3 points, le mec. Tu vois, il y a aussi cette évolution de son jeu pur, avant même son leadership, sur dans quelle direction il va. Je crois qu'il se cherche encore. Mais c'est intéressant, là, ce que tu dis sur faire le bon play quand il y a des prises à 2, lâcher la balle et tout. Mais rappelez-vous, il y a eu pas mal de débats aussi à l'époque avec LeBron James. Dès qu'il lâchait la balle sur les fins de match, qu'il donnait à un de ses coéquipiers, on disait il prend pas les responsabilités en fin de match, il s'échappe un peu, il a pas envie de prendre le tir de la gagne et ça, c'est trop de pression, nanana. Et je pense que lui, vraiment, en tant que leader, je pense dans sa tête, vraiment, il pense que c'est à lui, quoi qu'il arrive, même s'il est trappé, de prendre le shoot. Comme Kobe, faisait. C'est vraiment du Kobe. Et voilà, il se trompe et il a plus 4, en tout cas, à 3 points pour avoir un mec qui peut rester un peu autour et mettre des shoots clutch. Il a déclaré de toute façon qu'il aimait pas être trappé. Comme Devin Booker disait, tu te souviens, personne n'a trappé. Hein. Yes, we do. Moi, j'adore quand on fait je mets 20 points en première mi-temps, après on met une stricte et je mets 0. Ah, j'adore ça aussi. Non, mais il l'a déclaré en fait. Bienvenue au basket. Sérieux. Bienvenue dans la ligue des grands joueurs. Mais est-ce que le fait, quand tu fais 0-12 comme ça, que tu forces, que tu sais que j'ai l'impression qu'à Minnesota, on sait que s'il y a un tir pour la gagne, ça sera Anthony Edwards, ça sera une ISO, et quoi qu'il arrive, c'est lui qui va le prendre. Et si tu fais 0-12, au bout d'un moment, tu rentres une fois au vestiaire. Comme ça, 2 fois, 3 fois, 12 fois, est-ce qu'au bout d'un moment, tu perds pas aussi tes gars? C'est ça aussi, les grands joueurs, ils pensent qu'ils vont mettre le prochain à chaque fois. Et... Ouais, mais au bout d'un moment, mettre un tir pour la gagne, les mecs vont te suivre. T'en rates 12. Mais le problème, on l'a dit, c'est que c'est des mauvais shoots. Enfin, il y en a beaucoup, c'est des shoots très compliqués. Il a quand même des joueurs autour. Les mecs peuvent marquer des paniers. C'est pas des manchots non plus. Randle, DiVincenzo, bon, il était blessé. Mais comment il s'appelle? Nick Alexander. Voilà, il y a des gens autour pour mettre des paniers. Et au bout d'un moment, comme tu dis, il peut aussi perdre ses coéquipiers à force de vouloir faire tout seul. Il y a quand même un souci aussi sur la structure pure de l'équipe. Vous savez, quand Towns est parti, on a vu DiVincenzo arriver, une saison exceptionnelle. C'était le meilleur shooter de la ligue, le mec avec les Knicks. Il arrive, on s'est dit, mais c'est ce qu'il leur faut aussi, un arrière comme ça, c'est pas mal. Julius Randle, mine de rien, c'est un vrai poste 4. Il a été au NBA, il est All-Star. On connaît évidemment ses défauts terribles. Mais autour de Rudy Gobert,
ça peut vraiment le faire. Tu vois, on s'était tous dit ça. Mais on s'est pas rendu compte d'un autre truc, c'est que avoir Rudy sur le terrain, avoir Jaden McDaniels et avoir Juice Randle sur le terrain, c'est très difficile pour un gars comme Anthony Edwards, pour avoir de la place, de l'espace, du spacing, pour pouvoir attaquer le centre de la raquette. Il y a trop de monde, en fait. Jaden McDaniels, on l'attend pas sur le tir à 3 points, il peut en mettre de temps en temps sur le corner, mais c'est un gars qui a besoin d'attaquer. Mais si t'attaques, il y a toujours Rudy qui, par son profil pur, va pas s'écarter à 3 points pour mettre du spacing, et ben t'es dans la mouise. Donc il y a des grands changements au-delà du leadership de cette équipe, c'est en fait, il manque de spacing, et pourtant c'est une bonne équipe à 3 points en termes de pourcentage, c'est une des meilleures équipes de toute la NBA. Mais dans le jeu, le 5 majeur, il a pas d'énergie, il défend pas, et il a pas de spacing. Bon bah t'as compris que c'est difficile de performer sur toute une saison si ton 5 majeur est pas complémentaire. Une équipe qui se marche un peu dessus, des shoots ratés dans le money time qui, au bout d'un moment, peut-être peuvent te couper de tes coéquipiers. Et puis il y a aussi des déclarations. C'est l'un des éléments aussi qui nous a poussé à faire ce débat et nous interroger sur le leadership d'Anthony Edwards. C'est ces déclarations. Et on a mis ça dans un tableau récap. Il y a eu des sorties d'Anthony Edwards assez incroyables. Thomas, je te laisse les prendre, c'est un peu loin pour moi. Vous voulez savoir pourquoi on est nul ? On rentre dans notre propre coquille et on s'éloigne les uns des autres. Autre déclat, les titulaires doivent rentrer sur le parquet comme s'ils avaient envie de jouer au basket, comme s'ils aimaient le basket, point. D'accord. Déclat 3, si je remporte une bague dans les 3 ou 4 prochaines années, j'irai jouer au foot US. Bon, on sait qu'il a toujours adoré le foot US, et vous vous souvenez, lors de sa draft, certains avaient mis en avant le fait que le basket, c'était clairement pas sa passion première, et que finalement, il a complètement balayé tous ces trucs-là. C'est un gars ultra sérieux, on connaît l'anecdote avec pas Brad Stevens, si Brad Stevens, non, Steve Kerr peut-être, bref, je sais plus qui, à la draft, où il fallait qu'il se mette à bosser pour être au niveau des meilleurs. Bref, mais on connaît sa capacité à avoir des déclarations qui vont faire parler et qui vont faire des débats comme le nôtre aujourd'hui, non ? Je veux dire, c'est pas ça que moi je remets en cause, hein. C'est pas les déclats, c'est l'attitude. Parce qu'il y a un truc qu'on voit pas avec ce tableau, c'est la manière dont il sort les trucs. Bouge pas. Eh voilà, j'adore. Trying to figure this out for the whole year, man. We thought this was defense was our identity, and it's not looking like it at all. We don't know what our identity right now. Me and Mike was talking about. I think we soft as hell, like as a team, internally. Like, you know what I mean? Like not to the other team, but like internally, like we soft. Like we can't talk to each other. Just a bunch of little kids. It's just like we playing with a bunch of little kids, like everybody, like the whole team. We just can't talk to each other, you know. And we gotta figure it out, man, because we can't go down this road. Le fond et la forme. La forme, c'est ce dont tu parlais, Thomas, c'est qu'on a vu les déclats, mais c'est vrai que quand tu les lis, on n'a pas pas l'attitude. Là, on a quand même un mec torse-poil qui vient de perdre, qui a un sourire narquois. C'est quand même des drôles de messages. Moi, ce qu'il dit, je peux l'entendre, mais il faut que ça reste en interne. Quand tu es aussi un leader, Thomas, tu dois aussi garder des choses en interne. Et même s'il y a plein de choses qui vont pas, tu dois quand même protéger un peu ton équipe. Là, c'est pas le cas. Là, il envoie une bombe agricole en plein milieu du vestiaire. Ouais, clairement, l'attitude, elle est pas bonne et ça doit d'abord être des discours de vestiaire. Voilà, ils doivent en parler entre eux. Mais en plus, quand il dit il est un peu faux cul. On sait que ça veut dire mes coéquipiers, il peut pas le dire, mais je pense que ses coéquipiers ont du mal à le prendre. On peut repenser à la déclat de Giannis qui avait dit qu'il fallait que les gars se bougent le cul et tout, mais sauf que Giannis, il arrache tout sur le terrain, que ce soit défensivement, offensivement. Il est capable de porter limite à lui tout seul une équipe, ce que ne fait pas en ce moment Anthony Edwards. Il n'est pas irréprochable non plus. Donc je trouve qu'il parle beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas exempt de tout reproche. Ouais, je vous rejoins. De toute façon, on est d'accord sur l'attitude. Moi, j'hallucine toujours de ces moments-là. On sait qu'en Europe, on n'a pas du tout le même rapport aux journalistes. Nous, c'est la zone mixte, la conf de presse, des trucs très carrés. Aux États-Unis, les mecs, ils sortent de la douche, ils sont cul nus, et puis après, ils font une petite déclaration d'après-match. C'est même pas exagéré, hein. Non, pas du tout. Tu vois, la déclaration, j'ai l'impression que il est avec ses potes en fin de match. J'ai fait beaucoup de vestiaires et j'ai vu 2-3 gags de NBA, je te le direct. Je savais que j'espère, attends. Mais c'est toujours hallucinant. Tu vois, j'ai l'impression qu'il parle à ses potes. Ça me fait plus penser, là, la déclare à Serge Aurier et la chicha qu'à une déclaration officielle d'après-match. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fou. Donc, et je pense que lui aussi, il doit grandir, il doit maturer sur ses déclarations d'après-match. Oui, c'est le next step, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, Anthony Edwards, avec tout le talent qu'il a, on va rajouter aussi que on se souvient qu'on était tombé sur James Harden, qui était un super joueur, mais qui défendait pas et que peut-être ça le déconnectait un petit peu aussi des fois de certains coéquipiers. Lui, c'est un défenseur hors pair. Ouais. Il triche jamais là-dessus. Mais du coup, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'en fait, il est assez mature pour aujourd'hui être le leader d'une équipe aussi ambitieuse que ce que veulent être les Wolves? En tout cas, il
il est pas là où il voulait être, et on l'a beaucoup encensé la saison dernière. On y est. Ils font Thomas. Vas-y. Ils font un run de playoff extraordinaire. On parle de lui comme le futur visage de la NBA. Sauf qu'il a oublié quelque chose, c'est que les années se suivent et se ressemblent pas dans le sport. Il faut toujours prouver match après match. Lui, il a cru qu'il était arrivé. J'ai l'impression. Après, on lui a un petit peu coupé l'herbe sur le pied, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'après la série de playoffs, à tête reposée, ils ont dû parler entre eux, se dire putain, c'est lourd, on est capable de faire des choses. L'année prochaine, on va revenir encore plus fort. Bam, on lui enlève 4, on lui ramène d'autres joueurs. Et je pense que pour moi, il s'est toujours pas remis de ce transfert. Il a très très mal vécu. Il en veut à la franchise. Et je pense que jouer avec Julius Randle, c'est très compliqué. Il dira rien pour l'instant, mais je pense que c'est très compliqué l'association des deux. Je te rejoins absolument sur le fait que pour des raisons d'argent, ils ont cassé une dynamique qui aurait dû à un moment donné les amener en finale NBA. Comment tu fais pour te remettre de ce type de choix-là? Il y a un monde où Anthony Edwards, dans 3 ans, ou j'abuse un peu peut-être, mais ils disent comme Kevin Garnett dans les années 2000, j'ai tout connu, j'adore Minnesota, j'adore Minneapolis, les gens et tout, hein, mais on va jamais gagner ici, on va dans le mur, donc je vais me barrer. Il y a un chemin qui nous amènera à un moment donné là-dedans. Enfin, là-dessus, on n'y est pas encore. Après, je voudrais revenir quand même sur ce qui s'est passé l'année dernière, et moi, je l'avais dit l'année dernière, c'est un joueur que j'apprécie. C'est un bête de joueur. C'est un gars qui est en devenir. Tu m'avais dit c'est le futur Michael Jordan en plus. Tu vois. L'affiliation avec Michael Jordan l'année dernière, j'ai vu des mecs sortir des grands objets phalliques comme ça et se régaler de... J'ai entendu des trucs, je fais mais les mecs, il a 22 ans, il a rien fait encore. Il est dans une équipe où tout est construit pour lui et tout ça, on va voir dans le temps. Ensuite, et je le redirai là, 1000 fois s'il faut, j'ai allumé ma télé, j'ai mis Starting 5 sur Netflix et j'ai vu un mec qui a la même vie que Thomas Laroukis. Donc un mec de 16 ans. Avec un peu plus d'argent. Avec un peu plus d'oseille. Il ne fait pas... Mais tu passes autant de temps sur la play. Il ne fait pas sa valise. Sa meuf est enceinte à côté, il joue à la play. Non mais je sais, moi je dis pas que je fais ma valise. Mais je suis pas une star NBA, je suis pas leader d'un super projet qui marche très bien, si un peu quand même. Il est là, il y a sa meuf, elle est enceinte, il y a un anniversaire, il y a une caméra, il joue à la play. Je veux dire, si il allait faire un top 1 à Fortnite, gros. Et voilà. Tu peux pas couper comme ça. Attends, mais moi j'aime bien Fortnite, mais quand si un jour je gagne 45 millions par an et que je veux être champion NBA, je pense que je vais réduire 2-3 trucs. Je dis pas que les joueurs ont pas besoin de droit de jouer aux jeux vidéo, tout le monde joue aux jeux vidéo, évidemment, mais là tu sais qu'il y a une caméra. Frère, mens mon pote, mens. De manière générale, le sujet Netflix, Starting 5, lui a pas rendu hommage. Ah bah en tout cas, il lui a pas rendu service. Voilà, en tout cas, de mon point de vue de daron maintenant, je peux dire que j'ai vu, ok, c'est le mec le plus immature de tous, à côté de LeBron qui joue encore à Madden tous les jours, que tu peux croiser avec Anthony Davis en réseau et tout, paraissent être des darons qui ont des bons côtés, mais qui savent se concentrer. Anthony Edwards, vous avez vu sa préparation de match? Non, on a vu que celle de LeBron. Donc on voit la différence, en tout cas dans l'approche du game. Donc oui, moi j'ai été très surpris par ce qu'on a dit l'année dernière. Je pense que les gens en font trop, les médias américains en premier. Pour l'instant, Anthony Edwards n'est pas meilleur que Devin Booker. Il a 23 ans. Il a 23 ans aussi. Ouais. Où était Jordan à 23 ans? Où était LeBron à 23 ans? On est aussi dans une construction, et je pense que les questionnements et je pense les échecs qu'il vit en ce moment-là, ce seront certainement les succès du futur, parce que c'est important de le dire. 23 piges, mon gars. Mais ça, on le sait. Mais là, ta question, c'est est-ce qu'il est assez mature aujourd'hui? Non. Est-ce qu'il sera mature à 31 ans? Je lui souhaite. Mais aujourd'hui, il a 23 ans. Quand on voit des mecs aussi forts comme ça et où on se pose des questions de leadership, ça nous rappelle des mecs. Le premier qui nous vient en tête, c'est Carmelo. Très fort. Très, très fort. Magnifique joueur. Personne ne pourra te dire, Melo, basketteur, je kiffais pas son jeu. Personne n'a jamais dit ça. Par contre, il y a plein de gens qui vont te dire Carmelo, son attitude, son leadership et tout. Donc, on a vu aussi des Marcus Cousins. Bradley Beal peut rentrer un petit peu dans un autre registre dans cette histoire-là. T-Mac, qui était un super joueur, qui a jamais su être un leader, qui a aussi fédéré. J'ai du mal, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à croire qu'il puisse prendre ce wagon. Est-ce que vous y croyez, vous? Non, lui, il a quand même ce côté vocal, il a cette aura, il emmène les autres avec lui. Je trouve qu'il a ce charisme. Pour moi, c'est un leader. Pour l'instant, c'est juste un leader encore trop jeune, mais il va aller sur la bonne voie. Il a besoin d'apprendre de ses erreurs aussi. Après, je sais pas comment il est entouré, mais il va falloir que des gens aussi lui disent qu'il peut pas faire ce genre de déclaration. On sait que c'est important, l'entourage. Mais en tout cas, il a toutes les qualités pour être un leader. Un leader, ça veut pas dire être parfait tous les soirs et pas rater un shoot et pas faire de mauvaises déclarations. Mais en tout cas, dans l'attitude sur le terrain, je vois qu'il se donne à fond défensivement, offensivement. Pour l'instant, il est un peu perdu, et je pense qu'ils se sont un peu grisés avec la saison dernière, et il est déçu de son début de saison collectif et individuel. Et pour l'instant, voilà, il est un peu en dedans, quoi. Je vous rejoins complètement. Erwan, ta question, moi j'ai envie de dire que oui, bien sûr qu'il y a un monde où
où un jour, il n'aura jamais l'équipe pour être championne, il n'aura pas le coach qui saura lui dire non. Pour l'instant, moi, je suis déçu de Chris Finch et de lui aussi sa digestion du trait de Pour cartes. l'instant, c'est Finch de American... comment ça s'appelle Qui Fincher, tu vois Ouais. De American Pie. American Pie, ouais. La daronne, la daronne. Ah non, c'est oui. Mais pourquoi on parle de ça? Mais je sais même pas ce que je fais. Finchy. En fait, c'est plus difficile de devenir MVP, champion et Hall of Famer que de devenir un bête de scoreur qui est jamais champion. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, Chris Finch, moi, me déçoit dans ses rotations, dans le potentiel non utilisé de son équipe, et puis dans l'utilisation pure d'Anthony Edwards. Donc oui, moi, je crois qu'il y a aussi un monde, faut accepter-le. Hein. Les mecs sont pas obligés de devenir forcément LeBron James. Certes, mais à 23 ans, je vais quand Mais non, même mais je dis éviter pas de non. mettre Je dis, une... est-ce qu'il y a un moyen qu'ils deviennent un scoreur qui ne gagne jamais? En fait, mais oui, bien sûr que oui. En fait, Mais oui, les mecs. Alors, Chris Paul, les gars. Chris Paul. moi, je vais te dire non, parce que j'ai quand même déjà vu chez ce mec-là des trucs que j'ai pas beaucoup vu Donc chez t'as d'autres. l'assurance qui sera MVP de finale. C'est ce que je te dis. L'assurance, tu y as jamais sur un. Moi, je crois que vraiment encore aujourd'hui que ce mec-là sera MVP un jour, et pas à Minnesota, mais ailleurs, ça sera un mec qui amènera une équipe en finale NBA. Eh ben, c'est beau t'appartienne. Je lui souhaite parce que c'est un gars qu'on aime bien. Écoute, en tout cas, on vous a demandé, comme chaque semaine sur les réseaux, est-ce que vous pensez que Anthony Edwards est un vrai leader? Et comme d'habitude, vous avez été nombreux à nous répondre. On va reprendre 3 des commentaires que Tom Servino a choisis. Et le premier, donc, c'est Anthony Edwards, vrai leader, c'est voilà, Loulou qui nous dit... Il en a l'étoffe, on l'a vu en play-off. Il a fait des erreurs de com, certes, il subit cette transition qui fait de lui une superstar. Et il doit mûrir. Si l'année prochaine, on constate les mêmes soucis, alors oui, l'interrogation sera davantage légitime. Bénéfice du doute pour moi. Très bien, bravo, très beau commentaire. Sur Instagram, il y a Jean75. C'est moi qui ai écrit le texte ou quoi? Ouais. Il est jeune et Netflix lui a clairement pas rendu service, mais ça reste un futur grand, je pense. Son leadership devrait se développer avec l'expérience personnelle. Je ne suis pas inquiet pour lui. Très bien. Et le dernier commentaire, wow, c'est Jérôme Rousseau qui nous dit: j'aurais tendance à changer la question pour Hitman. Ben pourquoi pas, Jérôme? Est-il encore motivé par le projet des Wolves? On y revient à ça. Les Wolves ont envoyé un message extrêmement négatif l'été dernier en le séparant de 4. Il avait une équipe qui était capable d'aller jusqu'au bout. Ils ont fait le choix du financier. Le front office a clairement montré qu'ils n'étaient pas prêts à faire des efforts financiers pour garder leurs meilleurs joueurs et donc leur chance de titre. Ça doit être frustrant pour n'importe quel joueur compétitif. D'autant que remplacer le smile de Kat par la gueule de Randle, ça donne pas pareil dans le vestiaire. Le basket n'est pas qu'une histoire de stats ou autre. L'humain est très souvent mis de côté à tort. Enfin, c'est Jérôme Rousseau ou Jean-Jacques Rousseau. Bravo Jean-Jacques, enfin Jérôme, la famille. La question, elle est très bonne. Et vous avez commencé à tout à l'heure la relever un petit peu. C'est finalement le move de l'été dernier, qui est un move clairement financier, mais qui finalement semble avoir des dommages collatéraux bien plus importants que ce qu'on imagine. Bah oui, de plus aller en finale de conférence. Terrible pour une équipe en pleine ascension. Je sais pas s'ils vont arriver à digérer en fait ce trade. Il y a un monde où, encore une fois, on est toujours là-dedans, il y a un monde où, en fait, ça resterait une équipe mid, malgré un Anthony Edwards à 30 points et qui fait des stats de MVP dans 3-4 ans. J'ai une vraie interrogation sur comment ils vont faire pour se débarrasser de Julius Randle, qui est clairement un gars qui ne pourra jamais gagner. Il n'a pas l'attitude, il n'a pas la défense, il est cata. Donc, à voir quels seront leurs prochains moves. On n'a pas dit DiVincenzo est blessé, Michael Lee est vieux. Enfin, tu vois, Nasrid est bon, mais il est toujours dans ce rôle de sixième homme, frustré. Il y a beaucoup de trucs. Ouais. Nasrid, par rapport à l'année dernière, où il rayonnait, il kiffait, il était dans son rôle, il était sur le terrain, il avait ses spots, il avait ses plays. La Nasrid, il est tellement frustré, ça se voit direct. Bah, il fait son taf, mais il est très frustré. Le problème de Finch, je pense qu'il est en train de se poser la question, est-ce qu'il devrait peut-être pas faire plus jouer Reed que Randle, mais... C'est Randle qui a le salaire, c'est tellement un fouteur de merde que si tu commences à rentrer là-dedans, il va tout arracher. Et Randle, le problème, le transférer, en fait, le mec, il est bon que quand c'est la première option, en fait. Il faut que ça soit la première option d'une équipe, qu'il ait tous les ballons. C'est là où il s'éclate le plus. Malheureusement, il n'a pas les épaules pour emmener une équipe au très très haut niveau. Donc c'est à La Rochelle, hein, direct. C'est un problème. Ah ouais, là, il n'y a pas de problème. Bah, ce serait lourd. Hein. Mathéo Leré, il va lui connexion Mathéo Leré, juste Randle. Il nous a régalé, Mathéo Leré. Bravo, Mathéo. Je suis allé voir la fin du match, je lui fais bravo, Mathéo, t'as fait une première mi-temps dégueulasse. Il me fait ouais, je sais. Je suis heureusement que t'as été bon en deuxième. Ouais, bravo, les gars. Quel plaisir de croiser toujours ces joueurs. Super Young Star Game. Ouais. On s'est régalé. On s'est régalé. Bravo les gars. J'allais dire les petits, mais bravo les gars, parce que belle. Et en même temps, tu vois, dans des matchs de All-Star comme ça, quand tu mets des jeunes qui ont envie qu'on la dalle, t'es jamais déçu. C'était pas un match All-Star. Ouais. C'était un vrai match de basket. C'est important de le dire. Très bien. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous l'avez pas déjà fait, est-ce que vous pensez qu'Anthony Edwards est un vrai leader? Est-ce que vous pensez qu'il deviendra, s'il ne l'est pas encore, ce leader qui pourra amener une équipe jusqu'au titre? Allez, on va aller dans la palette à Toto. On va parler de Trey Murphy III.
On n'en parle pas beaucoup et pourtant on l'a à l'œil depuis son début de carrière, même si son équipe sent un petit peu le boudin. Boudin aux oignons, très bon avec de la Je préfère purée. aux pommes, moi. Ah bon, aux oignons, Ah non, pas. amateur. Non, surtout pas. On va se pencher un petit peu sur un joueur qui a clairement un profil NBA et qui progresse semaine après semaine, saison après saison. Bah, il a un profil de 3&D, mais la question c'est est-ce qu'il pourrait pas être largement plus que ça quand on voit I think so. l'évolution de Michael Bridges et pourquoi pas, écoute. Allons-y tout de suite. Trey Murphy qui joue aux Pelicans, qui ne sont plus derrière la conférence Ouest. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va se faire 4 actions avec lui, et puis Thomas et Erwan vont pouvoir commenter. Et on va commencer avec cette action de slasher pur, parce que c'est un très bel athlète, ce Trey Murphy III. On va commencer à suivre cette petite action à 2 avec ce bon vieux Camer, Yves Missy et Zion Williamson, qui joue un match de basket contre Boston. Il avait l'air cool, ce match. La petite descente, attaque pour faire un écran. Finalement, non, Zion nous dit hey, remonte, frérot. Derrick White lui défend dessus. Il avait pas envie de remonter Zion. Ah Début ouais, de match. genre vas-y toi. Ouais. On se retrouve sur un pick and roll. L'accélération, parce que bah oui, il y a du drop coverage de notre ami Porzingis, donc ça donne forcément de la vitesse et des espaces à attaquer pour Trey Murphy. Il est grand, très grand, Porzingis, 2m24, belle dissuasion, mais Trey Murphy est un super athlète, il a eu touché, et puis il a surtout cette volonté d'attaquer le cercle. Ça, c'est un truc qu'on l'a vu, qu'on le voit faire de plus en plus au fur et à mesure de sa carrière. C'est un athlète immense, il a des bras immenses, longs, filiformes. Moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est la lecture, c'est Zion qui dit « Ouais, celle-là, j'ai pas envie de la jouer, très bien Ouais. ». Il remonte aux mains à main, et sur le démarrage, il met tempête à Derrick White, qui est un des meilleurs défenseurs NBA, et derrière, il va finir sur Mais Porzingis. tu dis tempête, toi, maintenant? Ouais, Oh, Le dresseur de Pokémon. lui. Ah ouais. De quoi et derrière, il va mettre un lay-up sur Porzingis qui fait 2,24 pour montrer comment, en fait, il est capable, sur une même action, d'aller dans les airs et sur le démarrage, aller provoquer et battre 2 des meilleurs défenseurs. Voilà, tu vois, et l'alternance, on va le voir dans les autres palettes, mais l'alternance qu'amène ce mec-là dans son jeu. Allez, on reste sur ce match face aux Celtics, on va regarder la suite ensemble. On est un peu plus tard dans le match, carrément plus tard, dans le 4e quart-temps, on se déroule ça, et Erwan parlait des meilleurs défenseurs et de sa manière de battre les meilleurs défenseurs. Bon, on est exactement là-dedans. Allez, on y retourne du coup, Dejounte Murray à la balle, on va suivre donc son déplacement à notre ami Trey Murphy, c'est un set sur attaque placée, pardon. Ça défend. Là, pour le coup, Jaylen Brown, il est en attitude, il est collé à lui et il a envie de défendre du mieux possible. Regardez donc ce système, Dejounte Murray, là, c'était Jrue Holiday, pardon, au début. Là, le petit pic, là, hop, pour enchaîner, on va switcher en défense, donc, entre Jrue Holiday et Jaylen Brown. Jaylen Brown va se retrouver, après la passe de Dejounte Murray, sur notre ami Trey Murphy, et il y a un close-out à jouer. Là, on peut tirer, on peut aussi pénétrer, main gauche, main droite. Là, il va prendre le contre-pied. La défense de Jaylen Brown, les gars, elle est sévère. Il n'est pas pris de vitesse, et pourtant, Trey Murphy va réussir à marquer avec un hook shot d'assez loin. T'en penses quoi, Thomas, de cette action? Ouais, là, il reste très fort au contact sur le drive, alors qu'on voit que Jaylen Brown est un des meilleurs défenseurs sur ce poste de la ligue. C'est jamais facile quand on est poussé comme ça avec le bras, il faut rester solide. Il arrive quand même à prendre l'axe, aller au milieu, et on sait que c'est un super athlète, et il a beaucoup progressé cette saison sur ces Il a dû bouts-là. toucher sur cette action parce qu'il Ouais. il est pas cadeau le tir. Hein. Il est loin, il est repoussé. Mais bon, dans la progression d'un joueur, c'est ce qu'on attend aussi. Hein. Mais il y a souvent des plays, on va le revoir un petit peu, où il est en bout de chaîne. Alors, on a vu que cette saison, il commence aussi à être initiateur, mais il y a plein de plays où il est trouvé sur des fins milieu de possession. Et il aime bien attaquer les closettes. Il est très, très fort là-dessus. C'est un vrai ailier, en Ouais, fait. voilà, Pour exactement. l'instant, c'est un vrai C'est ailier. pour ça qu'on fait cette palette. Pourquoi on appelle les ailiers? Parce qu'ils jouent dans les ailes. Et c'est dur quand même d'aller... No shit. Je te jure, Erwan. Contrairement aux arrières ou aux intérieurs. Allez, on y retourne. Dernière action. Enfin, 3e action, pardon. Et si vous aimez les qualités athlétiques, vous allez aimer cette action-là. Si vous aimez la bonne défense, vous ne regardez pas Zach LaVine, surtout pas. Mais beau dunk de Trey Murphy. On y retourne. Dejounte Murray, toujours, qui est le meneur de l'équipe. Il est à l'opposé. Erwan en parlait. Là, on est vraiment dans le corner à l'opposé sur un pick and roll très, très haut. On va suivre cette action de Dejounte Murray. Le drop coverage aussi de Nikola Vucevic. Ça, c'est les actions aussi pour tuer l'aide. On aime faire des petits pics comme ça pour déplacer et libérer les shooters. Et donc, on va suivre. Il peut tirer. Mais non, puisque Zach LaVine lui offre la ligne de fond alors qu'il oriente vers le milieu. C'est quand même abusé. Accélération. La belle défense, Erwan. Quelle belle défense Voilà. des Bulls. Là, Ça, c'est la défense NBA de saison régulière, ça. Là, en tout cas, il y a une belle politesse entre Nikola Vucevic et Zach LaVine. Tu vas, bon, non, Priorité à droite. Voilà. Et donc, l'énorme Vous dunk. faites pas mal, hein, les frères. Hein. Voilà, mais l'attaque du close-up, c'est encore ça qu'on a envie de vous montrer. Il est agressif, attrapé, joué, c'est ce qu'on aime bien dire. Toujours, ça marchera toujours, ça, pour moi, le attraper-jouer. Tout à C'est fait. ça la force des gros attaquants, en tout cas des gros slashers, c'est d'identifier tout de suite s'il y a une opportunité. Là, il voit très bien qu'à l'opposé, ça dort.
Lavine, il est comme ça, il fait une fausse Là, défense. c'est Adam Lavine. Hein. Ouais. Baron 5. Et du coup, il prend la baseline et après, ils sont trop en retard à l'opposé, donc c'est un gros Thomas. Alors, putain, ils ont même pas bougé, les mecs. Quoi. Ah ouais, pas inquiet. Ils ont applaudi, bravo, les mecs. Oh, le Thomas. Dernière action, parce qu'on a vu que des actions d'attaque de cercle, mais Trey Murphy est un super shooter à 3 points qui ne cesse d'en prendre plus année après année. Il fait partie des mecs qui en prennent le plus dans toute la NBA. Et regardez, parfois dans des conditions quand même de très haut niveau. Là, il est porteur de balle. Erwan en parlait tout à l'heure. C'est ce bon vieux Daniel Tice qui va lui poser un écran face à Miami et Jimmy Butler. On va suivre la défense. Ça passe en dessous, Jimmy? Tu passes en dessous, frérot? ouais. Tu passes en dessous, frérot? Tu passes en dessous? Eh ben, je te t'ai dans la gueule parce que il a un vrai range et dans l'évolution qu'on lui imagine pour lui, lui qui est passé de 15 points à 21 points, de 14,8 points même à 21,6, eh bien, il y a cette adresse où son volume va grapper, on espère que son pourcentage va continuer à être très bon. Clairement en course pour la MIP avec beaucoup d'autres. On a fait Tyler Hero la semaine dernière, il sera aussi dans la course. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il prend un tir il y a 17 secondes. Il est très tôt dans l'attaque. Jimmy Butler fait un choix de « Vas-y, t'es un petit con, je te respecte pas. » Bam! Sanction, 1 mètre derrière la ligne. Ça, c'est des choses qui, au bout d'un moment, t'envoient aussi des messages pour dire « Ok, faut commencer à se faire respecter. » T'as connu ça quand t'as commencé en pro. C'est montrer qu'on n'est pas juste là à faire du passe-passe. On est aussi là pour sanctionner. Et c'est ce qui est en train de faire Trey Murphy de la meilleure des manières. Il identifie tout de suite Butler. Soit il change, soit Adebayo doit se montrer. Adebayo est très bas. Butler va très vite en dessous, lui laisse 2 mètres d'espace. Il se lève tout de suite. Il y a son coéquipier qui est là pour gêner un peu Adebayo pour la contestation. Et voilà, c'est dedans, grosse filoche. Trey Murphy qu'on aime beaucoup, un joueur, il y en a d'autres. Il y avait Herbert Jones aussi qu'on aime bien. Bébert, la famille, bien sûr. Du côté mais des Trey Murphy est Pelicans. meilleur. Mais Trey Murphy c'est clair un meilleur joueur. En tout cas, voilà, un joueur qu'on aime beaucoup et qu'on voulait faire en palette. Ça sert aussi à ça, la palette, c'est à découvrir des joueurs dont on parle parfois un peu moins, mais en même temps, ils n'ont qu'à gagner plus de 2 matchs par saison. Voilà, moi, ce que je gagne plus de 2 fois par saison, c'est des quiz. Place au quiz. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz. Ça va, les gars? La Ça forme va très bien. C'est joli comme ça, tout le rayé vêtu. Écoute, c'est pour le NBA Paris Games. Ah, tu vas au match? Ouais. Wow. Un Coditay. Ouais, lourd. Tu fais une chronique? Détache un bouton là, par contre, ça. Ah ouais, je crois que c'est un Eh, costume. parle bien, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais quoi? Oh, ok. Tu fais une chronique à la mi-temps, un truc Ouais. Non, je fais Voilà. chauffeur de salle. Ah, Parce que bravo. vous êtes chaud. Après 5 ans chez TPMP, bravo mon Tom. Allez. Ouais. On peut y aller sur le quiz, c'est bon? Ouais, c'est mieux. Allez, allons-y. Petite énumération pour commencer, les gars. Je vais chercher les mecs les plus vieux qui ont joué à NBA. Ok. Donc, qui ont dépassé les 40 ans NBA. Petite énumération un peu rapide comme ça. Le premier qui perd, voilà, vous avez compris. Thomas Leroukis, tu commences? Il faut avoir dépassé 40 ans. Ok, Bill Russell. Bill Russell. Attends. Premier tir du match, il rebole de ouf. Il a jamais joué jusqu'à 40 ans. Ah ouais? Il a pas joué aussi tard? Non, maison un peu récente, tu sais, tu les connais un peu. Bill Russell, LeBron James. Ah, ouais, merci. Allez, Et gros, c'est le premier play d'un système, il rentre, il met un airball de bâtard. c'est à Thomas, Ah, pardon. À moi, pardon, Udonis Haslem. Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar, bien sûr, parce qu'il a 42 ans. Alors là, Ouais, regarde, voilà, Wilt, Will Chamberlain, ouais, tu vas... Magic, Bon, si t'as pas envie de jouer, c'est pas grave. Hein. Kevin Willis. Kevin Willis, 44 ans, il est là, 44 ans, 224 jours. Robert Parrish. Robert Parrish, bien sûr, il est là. Ah, je sais pas si lui, il a joué 40. Mais... 40. Paris, en plus, j'ai pas dit au début. Non. C'est lui que je voulais dire. Robert Parrish, 43 ans. C'est pas lui qui dit. Alan Parrish. Non, c'est dans Jumanji, ça n'a rien à voir, je pensais à lui. Un mec de 40 ans, putain, Vince Carter. Vince Carter. Ah ouais, Vince Carter, il a fait 40 piges. Zachary Zaché. Attends, c'était le prochain de pardon. Thomas, à l'Est. Oh, les bâtards. Ah, c'est pas bien. Ah putain. C'est pas bien. 40 piges, attends, il y en a beaucoup encore? Ouais. Il a plein. Ah ouais. Des duos légendaires, d'ailleurs. Mince alors. Allez, 40 ans, des dieux légendaires. Moses Malone. Mais non. Non, je l'ai pas. Moses Allez, Malone, vas-y, c'est non. bon. Karl Malone, John Stockton, Karl Malone, Zachary ouais, Mutombo. Allez, putain. vas-y, passe à autre chose. Il y parce que avait les... même Michael Jordan qui avait Ah dépassé ben les oui, 40. oh là là. Mais moi j'ai oublié. Washington, pour moi, il a jamais joué. Bon, allez, on va sur le qui suis, les amis. En tout cas, ça marche bien, C'est l'énumération. ces derniers Ouais, temps. c'est cool, Vache, hein, n'hésite pas. Catastrophique. Bon, Il y a 600 joueurs. Il y a 600 joueurs, il y a un mec qui me dit Magic, quoi. Merde aussi. Allez. Magic Johnson, c'est exceptionnel quand même. Le mec, il a arrêté. Franchement, j'ai aucune idée. Magic Johnson, il pouvait pas jouer jusqu'à 40 ans, hein, gros.
déjà content qu'il ait vécu jusqu'à 40. Alors, je suis né le 7 janvier 1981. En plus, t'as vu que maintenant, on peut revenir soigner du VIH, Allez-y, t'as vu hier c'est Ça bon, s'est passé à Marseille. 8e. Mais oui, c'était à Marseille. T'as pas vu une greffe osseuse? Bon, bref. Erwan, il est pas dans le médical, de toute façon. Non. Pas besoin. Je suis né le 7 janvier. Touche du bois. Je suis né le 7 janvier 1981. J'ai donc eu 44 ans récemment et j'ai quitté les parquets NBA en 2013 en ayant joué 2 fois les finales NBA. Mais on commence par le Il donne commencement. des petits indices comme ça maintenant? Je me souviens encore de mes débuts en Floride. Après un passage remarqué en high school, je m'envole dans une fac, la fac des Tigers. Vous la connaissez? De LSU. C'est Auburn. Ah. En 99. Auburn 99. 2 finales NBA? 4 années plus tard, je termine mon cursus avec une dernière saison à 18 points et 3 passes de moyenne quand même. Sérieux. Mais malgré ces chiffres prometteurs, les scouts restent un peu sceptiques. Oh, c'est Pour bizarre. eux, je ne vaux qu'un choix de fin de second tour de la draft mythique de 2003. La suite me donnera raison de douter puisque mon nom n'est jamais appelé ce soir-là. Je refuse pourtant de baisser les bras. Pendant la Summer League, je saisis ma chance et capte l'attention des Mavs. Mo Williams? Convaincu par ma détermination, il m'offre un contrat pour la saison 2003-2004. Au début, mon rôle est limité, mais je ne me tarde pas à faire une petite place. Je termine cette première année avec des stats corrects. Josh 8 points. Howard? Non. Devin Harris? Non. 8 points et 2 passes. Encouragé par mes performances, les Mavs me proposent un contrat sur plusieurs années. Ah bon? Je reste à Dallas jusqu'en 2006, affichant des moyennes de 9 points de moyenne, 3 rebonds, 2 passes sur 3 saisons. J'ai même la chance de participer... Marquis Daniel? Marquis Daniel, ça apparaît ici. Je l'ai. Oh là là Qu'est-ce que t'attends? Je sais pas, faut dire, mais faut dire. je croyais qu'on l'avait déjà fait dans un qui suit. Ça, je l'ai pas dit. Ah, c'est En tout cas, possible. beaucoup ils aiment Thomas. Thomas, c'est possible qu'on l'ait déjà fait. Il y a... beaucoup, Il me ils- semble qu'on l'a déjà fait. C'est pour ça que je le dis pas. Ah, bah c'est Je vois possible. très bien ton effet, ça m'arrive souvent. Erwan, il gagne à chaque fois quand je l'ai Mais dans la tête. parfois, mais- j'en refais sans faire mais je exprès. le dis pas, Auburn, parce que je me Marquis dis non, Daniel. non, on l'a déjà fait. Marquis Daniel, ouais. Ah, Bravo. ouais. Bravo Thomas, ça limite. Et t'étais en plateau ce jour-là? Non, j'étais pas en plateau. Parle dans le micro, ça, il a tout perdu. lui. Je crois que c'était un Ah, meneur, je suis j'étais un peu dégoûté, perdu au début. Non, ouais, Marquis Daniels. Oui, peut-être qu'on l'a déjà fait. En tout cas, avec ta prestation dans le quiz, t'aurais pu être aligné avec Manchester City hier soir. Hein. Oh ouais, bravo, bon match. Pas bravo les Citizens. hein. Oh là là. Dingue. Merci Tom, merci Merci, Thomas, un merci plaisir. Thomas, merci Un Polo, bon match, hein. merci Jérémy, merci Aymen. Aymen, quand il y a match Léo. et Léo, Aymen, quand il y a match NBA, on peut pas s'habiller comme ça au studio. Voilà, c'est pas Il est possible. venu équipé par qui? Par un équipementier, le mec. Il peut pas mettre un costume 3 pièces comme tout Frère, le Il est monde. venu avec un complet verdâtre. Tu vas voir je- Victor pour la première fois de sa vie jouer et le gars il vient, il est dégueulasse comme ça. Putain, Tout à apprendre, faut tout hein. leur apprendre. Ça faut tout reste leur un apprendre. diamant à polir encore. Bon match à tous, nous on va se régaler, souvenez-vous tous jusqu'à la fin de la semaine, vous avez le programme, si vous vous souvenez pas, vous allez au début de l'émission, sinon on se retrouve lundi pour la libre antenne, et évidemment le NBA Classic Game avec les 80 points de Kobe, incroyable ça, 80 points, t'as déjà mis 80 points toi? Ouais, Échauffement inclus. En poussin. Échauffement inclus, Allez, salut l'équipe et bon match à tous.